Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Les abeilles jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire mondiale. Elles constituent un maillon indispensable à la protection de la biodiversité. Grâce aux abeilles, nous avons également du miel. Mais aujourd'hui, ces pollinisateurs sont menacés. Les ruches sont vandalisées, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Vous l'avez compris, on parle dans cet entretien des abeilles, de leur organisation et des menaces qui pèsent sur ces espèces menacées. Pour en parler, je serai avec M. Olivier Kodekon. Il est spécialiste en gestion des ressources naturelles. Bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir, Madame Amandine. Pourquoi les abeilles sont si importantes pour la biodiversité? Oui, merci, Madame Amandine. Les abeilles sont importantes pour la biodiversité étant donné qu'elles jouent un rôle de pollinisateur déjà pour pouvoir donc contribuer à la fécondation au niveau des fleurs afin de pouvoir favoriser leur multiplication dans le temps. Et au-delà, c'est qu'elles jouent un autre rôle dans la chaîne où certains déprédateurs vont également les chercher pour pouvoir contribuer à la chaîne alimentaire au sein dans un écosystème donné. Il n'y a pas d'autre rôle que l'abeille joue? Oui, son rôle alimentaire, parce que parlant de biodiversité, c'est tout ce qui porte une vie, donc dans l'homme. Et du point de vue alimentaire, c'est qu'elle offre son miel, ses produits de ruche que soit les déprédateurs vont chercher ou l'homme aussi va récolter pour pouvoir s'alimenter, répondre à ses besoins essentiels. Et quels sont les types d'abeilles que nous avons, surtout au Bénin? Oui, au Bénin, nous avons deux types d'abeilles qui sont sous le nom de Apis mellifera adansonii. Ça, c'est le nom scientifique? C'est le nom scientifique. Maintenant, les deux sous-espèces, c'est une abeille de couleur jaune et également une autre de couleur noire. C'est des abeilles qui caractérisent pour le moment l'écosystème béninois en termes de ressources mellifères dont l'abeille. Et quelle est leur spécificité? Quand nous prenons l'abeille jaune, elle est une abeille qu'on retrouve un peu plus en savane. Et elle est un peu sévère, mais elle produit également assez de miel. C'est une abeille sauvage. Les deux sont sauvages, mais on parle en termes d'agressivité. Elle est une abeille plus agressive et un peu plus petite que la noire. La noire qui est un peu plus inféodée aux écosystèmes forestiers. Je veux parler des plantations. Mais l'autre, elle ne fait pas beaucoup d'activités, son miel n'est pas si important et elle est un peu plus grosse. Ok, donc c'est la jaune qui est la plus répandue. Qui est la plus... qui a une population plus forte, je veux dire. En termes de population, il n'y a pas une étude qui montre qu'il y a une qui domine l'autre. Mais d'après les enquêtes, les abeilles les plus citées sont les jaunes. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on pense que nos abeilles sont encore plus agressives. Oui, les gens disent que les abeilles, c'est une communauté très organisée. Comment vivent-elles? Oui, très bien. Elles sont très, très organisées. Et au sein de la ruche, d'abord, nous parlons d'une colonie. La colonie, c'est l'ensemble qui est constitué de la reine. La reine qui est généralement unique au sein de la colonie et donc dans la ruche. Nous avons les ouvrières et les faux bourdons. Les ouvrières, c'est elles qui exécutent, qui font la plupart des tâches qui sont réparties. Il s'agit notamment du nettoyage de l'habitat, c'est-à-dire de la ruche. Il s'agit de l'alimentation. S'il faut aller butinner des fleurs, ramener du nectar ou du pollen pour la fabrication du miel ou de l'alimentation des autres, des larves, c'est les ouvriers. Les faux bourdons sont là pour pouvoir s'accoupler avec la reine en temps de reproduction. Donc le seul rôle qui leur revient, c'est surtout pour le rôle de reproduction. Après ça, c'est qu'ils sont chassés. Ok, donc quand on prend une colonie d'abeilles, chacun a son rôle bien défini. Exactement. Les trois types que je viens d'évoquer ont leur rôle. La reine pour la reproduction, les ouvrières pour l'alimentation et l'entretien, le gardiennage, etc. Et les faux bourdons pour offrir
gènes afin de faciliter la reproduction au sein de la ruche. Et aujourd'hui, on constate que ces espèces sont menacées d'extinction. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les abeilles? Merci. Plusieurs menaces pèsent sur les abeilles. Et au Bénin, ce qui est plus décrié, c'est les actes de vandalisme et de vol. Les actes de vandalisme que les gens... Quand vous parlez d'actes de vandalisme, qu'est-ce que vous mettez dedans? Ok, pour aller plus simple, c'est des actions que l'homme mène de façon frauduleuse. Un, c'est pour aller casser les ruches, soit c'est pour voler la ruche entière, une ruche colonisée bien sûr, ou c'est pour casser simplement, ramasser tout ce qui est là, pour être un peu plus bref. Le vol qui rejoint le vol des produits de ruche, que ce soit le miel, le pollen, la gelée royale, propolis, etc. C'est pour aller revendre. Généralement, c'est pour aller revendre. Maintenant, parlant d'actes de vandalisme, il y a également il y a un aspect qu'il faut relever qui est lié aux transhumants. Puisque les ruches sont souvent installées à ciel ouvert, les transhumants en passant avec leurs bovins, leur bétail, les bovins, comme c'est des animaux, eux, ils vont se gratter contre des ruches et donc reçoivent des piqûres des gardiennes dont on parlait tantôt. Et quand elles reçoivent des piqûres, le transhumant, je veux parler pour la plupart c'est des peuls, n'étant pas content, il va casser toutes les ruches pour pouvoir permettre, parce que quand les piqûres commencent, c'est qu'ils n'arrivent pas à maîtriser le troupeau de bœufs. Et donc, pour eux, c'est menaçant, il fait partie. C'est des enquêtes que nous avons réalisées qui nous ont permis d'avoir ces informations. Et il y a d'autres menaces. Et après les actes de vandalisme, nous avons le volet... Dans l'utilisation des pesticides, des exactement. engrais. Il y a la déforestation. Avant même de venir vers le volet utilisation de pesticides, il y a la déforestation qui constitue aujourd'hui la grande menace, il faut le dire, parce que au-delà du fait qu'on enregistre les actes de vandalisme sur les ruchers, certains vont même couper les arbres qui constituent la ressource mellifère qui devrait être exploitée par l'abeille afin de pouvoir donner naissance ou produire les produits de ruche, excusez la tautologie. Donc, après la déforestation, l'autre menace, c'est exactement l'utilisation abusive des pesticides. Et parce que la plupart des personnes qui sont appelées apiculteurs, ils sont également des agriculteurs. Voilà. Donc des cotonculteurs. C'est au nord, quand on parle du miel, c'est l'atakora. Les dernières études montrent que c'est l'atakora qui présente le grand nombre de ruchers, par exemple. Et donc, c'est aussi la ribouille, c'est le borgou. Et on connaît le poids de ces départements-là en termes de production du coton. Donc, pour défaut d'appui technique, qui constitue une sous-menace dont je vais parler, ils ne bénéficient pas forcément d'un appui technique. Les projets les forment, et puisqu'il n'y a pas de suivi, ils utilisent les mêmes récipients qu'ils utilisent pour traiter les cotons avec les pesticides pour pouvoir les récolter. L'autre chose, c'est que les abeilles sont à côté et pour pouvoir donc traiter les champs de coton, ils ne font pas un travail préliminaire visant à épargner les ruchers. Et donc, en aspergeant, l'abeille qui subit les produits, les pesticides va forcément succomber. Donc, voilà. Et ça se retrouve dans nos assiettes. Exactement. C'est ce qui n'est pas intéressant parce que le miel, quand ces débris se retrouvent au fond du miel, il faut forcément être au laboratoire avant de pouvoir les identifier. Et vous savez, les pesticides ne sont pas destinés à la consommation, c'est impropre à la consommation. C'est pour cela que les miels que nous retrouvons dans la rue, on a besoin de pouvoir recadrer la chose pour que les gens puissent vendre, mais que les consommateurs également soient en sécurité. En plus de toutes ces menaces, il y a également la grande urbanisation. Parce qu'il paraît qu'on ne retrouve plus du tout les abeilles au sud. Est-ce que c'est vrai? Oui, au sud, on retrouve les abeilles, mais pas en grand nombre, comme les départements que j'ai cités précédemment. Et il y a l'urbanisation exactement. Quand nous prenons Cotonou où nous sommes, c'est que les gens vont vouloir construire. Et l'abeille doit trouver un habitat avant de rester.
quand la petite mielée arrive, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a des cas d'essaimage qui se réalisent. Et les gens vont retrouver ces abeilles-là dans leur maison, un essaim qui recherche un habitat. Puisque le cotonnois n'est pas un apiculteur, forcément, il va vouloir les chasser et d'autres vont les tuer. Et donc, c'est déjà une action de l'homme qui ne leur favorise pas l'installation à Cotonou, par exemple. Et l'autre chose, du fait de l'urbanisation, nous n'avons pas la ressource mellifère. Parce qu'ils parlent de production du miel, parlent forcément des ressources mellifères, c'est-à-dire des plantes qui peuvent offrir le nectar, qui peuvent offrir le pollen ou le mielat afin de faciliter la production au sein de la ruche. Cela n'existe plus à part les quelques fleurs que nous avons et les espaces verts que nous avons, par exemple dans les zones fortement urbanisées. Mais quand on prend l'Atlantique, puisque ça fait partie du sud, quand nous allons vers Zé, les enquêtes, on retrouve quand même des ruches et puis des apiculteurs dans la zone. Exactement. Et quand, si malgré toutes ces menaces, si rien n'est fait, si les abeilles disparaissaient, quelle serait la conséquence sur la vie sur Terre? Oui, comme le dirait l'autre, si les abeilles disparaissent, c'est que l'homme a encore 4 ans pour survivre. Parce que du fait, quand nous prenons les pollinisateurs, quand on parlait tantôt du lien, du rôle que joue l'abeille au sein de la biodiversité, c'est que elles font partie des grands pollinisateurs. Et il est vrai que l'homme, avec les moyens technologiques maintenant, arrive à pouvoir faire fleurir des fleurs facilement, mais ce n'est pas comme le cas de l'abeille. Donc si l'abeille disparaît, il y a beaucoup d'autres ressources qui vont également partir. Nos aliments que nous consommons, parlant donc de l'autosuffisance alimentaire, si l'abeille n'est pas là pour aller polliniser les fleurs, que ce soit le haricot, le niébé, nos vivriers en griffe, et même nos plantations, la nacade, etc. Si l'abeille n'est pas là pour faciliter la pollinisation, c'est qu'on n'aura plus assez au manger et également l'économie va prendre un coup. Par conséquent, c'est que l'homme ne va pas pouvoir survivre. Voilà. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour protéger ces espèces? Oui, merci. Il faut mener déjà... Avant d'aller sur des propositions de solutions, si vous me permettez, je voudrais déjà quand même mettre en lumière quelques actions que mène l'État pour pouvoir organiser la filière. Parce qu'il faut l'avouer, c'est une filière qui souffre encore d'une bonne organisation au Bénin. Et l'État a quand même, à travers le ministère de l'Agriculture, a réussi à ce que l'on puisse connaître tout au moins, le nombre d'apiculteurs qui existent au Bénin. En tout cas, ceux qui se sont officiellement déclarés apiculteurs. Voilà. Et il y a également un guide qui est élaboré maintenant pour pouvoir accompagner ces derniers et beaucoup d'autres projets qui visent la durabilité de l'action. Et tout ça, c'est chapeauté par le ministère de l'Agriculture. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier le ministère du cadre de vie qui, à travers les agents forestiers, demande à ce qu'on protège les plantations, les forêts qui existent encore dans nos écosystèmes et encourage également le reboisement afin d'offrir un cadre assez vivable aux abeilles. Maintenant, pour d'autres solutions, parce qu'on a évoqué les actes de vandalisme, il est souvent arrivé que quand l'apiculteur surprend un vandaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de casser sa ruche, que ça soit un peul ou quelqu'un qui veut voler du miel simplement, il n'arrive pas à trouver un moyen pour pouvoir le sanctionner. C'est-à-dire, il a investi peut-être 200 000, quelquefois 500 000 pour acheter la ruche, la combinaison, etc. Et lorsqu'il va au tribunal parce qu'il a trouvé quelqu'un qui a volé ses rayons de miel, on lui dit non, il n'y a pas un cadre qui nous permet de sanctionner quelqu'un qui est allé chercher des rayons de miel dans un milieu qui est dans la nature. Qui est dans la nature. Voilà, de façon simple. On estime que c'est Dieu qui a donné. On estime que c'est Dieu qui a donné. À moins que cela soit dans les écosystèmes protégés, c'est-à-dire les forêts classées, ou bien dans le parc. Là, on est sûr que l'agent forestier qui est là est amené à protéger intégralement toutes les ressources dans la baie. Mais quand c'est dans un espace, comme vous l'avez dit, dans la nature, c'est compliqué. Donc, comme solution, il faut déjà penser à... Nous voudrions suggérer aux décideurs de mettre sur pied une loi qui encadre un peu la production apicole au Bénin. Et l'autre chose, il faudrait que les apiculteurs qui existent déjà puissent se mettre en réseau
Parce que des solutions existent. Il y a des ruches intelligentes qui existent aujourd'hui, où c'est en expérimentation à Bembereke, où la Banque mondiale est en train de vouloir insérer. Mais le coût est élevé. Le coût étant élevé, il faut subventionner. Cela permettrait de surveiller à distance, par exemple, sa ruche, parce que c'est connecté au téléphone. Et quand il y a une présence dans les rayons, l'apiculteur est en même temps informé et peut facilement le faire. Il faut également mobiliser tout un arsenal de personnes pouvant assurer la sécurité. C'est pour ça que d'abord les apiculteurs doivent s'organiser et être en réseau pour faciliter les actions au gouvernement. L'autre solution, si vous me permettez, c'est l'appui technique et financier. Et il manque également l'appui technique parce que la personne a la volonté de faire. Et parce qu'il n'a pas un financement à côté, ils ne sont pas accompagnés financièrement, ils sont obligés d'abandonner, alors que le miel aujourd'hui est accepté sur le marché européen et donc constitue une source de richesse non seulement pour le pays, mais pour toute personne devant sortir d'un niveau de vie modeste. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de la récolte frauduleuse du miel et des actes de vandalisme. Quel est le lien entre ces actes et les impacts environnementaux et sociaux? Oui, je prends déjà le volet récolte frauduleuse. Lorsque je vais récolter de manière frauduleuse ou de manière sauvage, nous parlons également de récolte sauvage ou la cueillette, c'est que ces personnes ne sont pas des apiculteurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne maîtrisent pas la manière dont il faut récolter. Et quand ils utilisent des pesticides cette fois-ci pour pouvoir tuer les abeilles, ou c'est le feu qu'ils utilisent pour tuer les abeilles. Alors qu'il y a une manière pour la récolte. Pour la récolte. Comment on doit faire normalement la récolte? Normalement, pour faire la récolte, l'apiculteur, il doit d'abord se protéger parce que l'abeille va forcément chercher, les ouvrières, les gardiennes vont forcément chercher à se défendre. Okay. Et lorsque l'apiculteur va dans le rucher, devant la ruche qui comporte le miel, les rayons de miel operculés, c'est qu'il va devoir utiliser un enfumoir. C'est une sorte de boîte dotée de quelques feuilles sèches et d'une braise, et ça sort juste une fumée et là c'est pour repousser légèrement les abeilles et récolter les gâteaux du miel. Dans le cas de la récolte frauduleuse, parce que c'est qu'il est venu voler. Lui n'a pas ce temps-là, il va tuer les abeilles. Alors qu'au-delà du miel, dans l'environnement, on a besoin de ces abeilles pour pouvoir sauvegarder la biodiversité, pour pouvoir faire fructifier les fruits, pour pouvoir trouver des fruits de bonne qualité. L'acte de vandalisme, c'est pareil. Quand il vient, il casse tout. L'abeille n'ayant plus un habitat, c'est que l'essaim est appelé à disparaître, ou la colonie disparaît. Et quand la colonie disparaît, c'est qu'il y a une rupture dans le service écosystémique offert par ces abeilles. Et forcément, on n'aura pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nous prenons les maraîchers, nous sommes en train de les amener à comprendre, puisqu'on n'a pas deux types d'abeilles. Les abeilles sont agressives, mais il y a d'autres qui sont moins agressives. Pour qu'au moins, à la lisière ou bien dans les périphéries de leur exploitation maraîchère, qu'ils puissent installer une ruche afin d'accroître leur production. Et donc, dans l'environnement, lorsque l'abeille est là, au niveau agriculture, il y a forcément quelque chose qui se réalise de façon positive. Au niveau de l'environnement, par exemple, quand on prend les maraîchers, dès qu'ils vont installer des ruches, ça va améliorer leur production. Forcément. Parce que quand on parle de ressources mellifères, dans un milieu, oui, l'agriculture, ça passe plus forcément, c'est pour accompagner l'agriculture durable. L'agriculture durable, et les maraîchers vont forcément trouver leurs bénéfices. Et ceux qui comprennent, pour quelques associations que nous avons fréquentées, je ne vais pas les nommer ici, c'est que eux-mêmes, ils ont témoigné. Une seule ruche sur un périmètre maraîcher, c'est qu'il y a forcément de retombées. Dans un environnement, du point de vue environnemental, c'est que cela contribue à la production des arbres. Il est vrai qu'on n'arrive pas à estimer tout de suite leur rentabilité pour un arbre dont on ne consomme pas le fruit tout de suite. On n'arrive pas à mesurer son importance. Mais quand l'abeille contribue à la pollinisation, c'est qu'il y aura un fort taux de stockage. Donc, pour aller vers les changements climatiques, c'est qu'il y aura un fort taux de stockage de CO2. Tout ce que je dis, ce n'est pas perçu de façon directe, mais quand il y a une séquestration de CO2,
ou de carbone, c'est que les gens auront réglé en partie les problèmes liés au changement climatique, puisque c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Vraiment. Et vous venez de faire un peu l'état des lieux au Bénin. Et comment vous avez dit que les apiculteurs doivent s'organiser en réseau, mais en attendant de se mettre dans un réseau, comment à leur niveau ils s'organisent pour protéger leurs ruches? Parce qu'il n'y a pas de réglementation, il y a des vols, il y a la destruction des ruches. Comment ils s'organisent alors à leur niveau en attendant qu'il y ait un truc plus officiel? Oui, merci bien. Ce que chacun fait déjà, c'est qu'ils font recours quand même à des moyens que je ne souhaite pas forcément donner ici. Il faut dormir. Donc, je préfère donner les aspects plus intéressants. C'est qu'un apiculteur, par exemple, recrute un gardien dans son rucher et celui-ci est payé. Mais le problème est que quand c'est un rucher qui ne donne pas assez, l'apiculteur ne pourra donc pas payer ce dernier. Gardien, oui. Donc le gardien fait quelque temps, il s'en va. Et l'autre chose, c'est que certains sont obligés d'aller s'installer même dans les exploitations. C'est-à-dire, ils créent des mini-fermes et ils vont dormir. Mais ceux-là ne sont pas nommés parce que... Est-ce que c'est la solution? Pour le moment, c'est des solutions qui ne sont malheureusement pas durables. Ça concerne par exemple ceux qui ne vivent que de cette activité. Exactement. Si tu as d'autres choses à faire, tu ne peux pas aller t'asseoir. Le gardien qui ne peut pas rester parce qu'ils embauchent des gardiens, mais ce dernier ne peut pas rester. C'est pour dire que c'est des moyens qui ne sont pas encore efficaces. C'est pour ça que je disais tantôt que je ne voudrais pas trop les évoquer, mais il faut les dire, parce que c'est ce qu'ils font actuellement pour faire face à ces menaces. L'apiculture donne. Lorsque vous avez une ruche et vous avez une dizaine de lattes, quand je dis lattes, c'est... Bon, une dizaine de lattes, c'est des bâtons, voilà, je vais dire en termes clairs, des bâtons sur lesquels les abeilles forment des rayons de miel. On a vu ça tout à l'heure dans les vidéos. Exactement. Quand vous avez ce miel-là, vous avez cela, et en double, cela peut vous suffire pour faire beaucoup de choses. Et c'est pourquoi nous sommes même... Voilà, c'est ça? Exactement, c'est des lattes. Voilà, ce que le monsieur est en train de toucher. Avec ça, déjà, il peut avoir une production d'une dizaine de litres si ça donne correctement pour une première récolte. Et au-delà, ça c'est juste... Seul. Pour ça, la seule, il peut trouver un litre. Un litre. Parce que pour pouvoir enlever, il ne va pas tout enlever. Il faut laisser une partie pour l'abeille afin de reconstruire. Vous voyez, pour le rayon de miel, ce qu'il a soulevé là, c'est un rayon de miel. Et lorsque il va vouloir récolter, il enlève une partie. Il va trouver au moins 1 kilo ou 1 litre. Ça s'exprime en kilo ou en litre, c'est juste une différence de quantité qui se réalise là. Ok, allez-y. Donc voilà déjà le bénéfice qu'on peut tirer de l'apiculture. Et justement, le miel béninois, vous l'avez dit, s'exporte déjà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rendre plus compétitif notre miel à l'international? À l'international, merci. C'est qu'il faut informer suffisamment, que ce soit nos apiculteurs et apiculteurs. Pourquoi informer? Parce qu'il existe, à l'heure où je vous parle, il existe déjà un guide pour apiculteurs. Mais beaucoup d'apiculteurs n'ont pas encore connaissance de ce guide-là. Je parlais tantôt des actions menées par le ministère de tutelle. J'étais associé à une validation des documents. C'était à l'ABSA et c'est l'agence de normalisation qui avait produit ces documents. Et on a invité chaque personne reconnue comme étant spécialiste pouvant se prononcer sur différents aspects. Et là, c'est qu'il y a un guide qui est déjà élaboré pour produire du miel, que ce soit la date de péremption. Que ça soit, quand il parle de date de péremption, c'est qu'il y a une date recommandée pour consommer le miel. On dit que ce n'est pas périssable, d'accord, mais il faut forcément une date de péremption. Il faut connaître les constituants même du miel, puisque chaque espèce de plante met à disposition un type de miel qui répond à un besoin spécifique donné, que ça soit alimentaire ou médicinal. Il ne faut pas se lever et consommer n'importe comment. Donc, il y a déjà tout cela, parce que si nous voulons vendre notre miel en Europe, nous voulons vendre notre miel en France, les Français ont besoin d'un type de miel donné. Alors qu'au Bénin, on a plus tendance à produire des miels de toutes couleurs. Toutes couleurs pour dire des miels issus de forêt. Les abeilles exploitent plusieurs espèces forestières pour pouvoir produire du miel. On n'arrive pas à identifier exactement le miel, le type, on ne peut pas lui donner enfin une espèce donnée. Il est vrai que des analyses nous permettent
d'identifier les pourcentages en pollen, etc. Mais le souci, c'est un peu ça. Donc, le travail, il y a déjà ce travail-là qui se réalise. Pour ce qui concerne le guide, lorsque vous voulez vous lancer dans l'apiculture, il y a un guide qui vous permet également de pouvoir faire comme cela se doit pour qu'il n'y ait pas de traces de pesticides, pour qu'il n'y ait pas ci et ça. Et après la production, il faudrait aller vers les laboratoires. C'est là où j'en venais pour répondre efficacement à votre question. Il faut aller vers les laboratoires, présenter vos échantillons de miel pour que les gens puissent vous dire votre miel est à consommer ou non. Par exemple, pour les indicateurs dont je parle, lorsque vous produisez un miel, le miel n'est pas suffisamment opéculé. Vous voyez le rayon de miel qu'on vient de voir tout à l'heure. Si ce miel regorge assez d'eau, ce n'est pas bon pour la consommation. Mais c'est pour ça qu'il dit le paysan ou l'apiculteur a encore besoin d'appui technique. Parce que ce qu'on remarque est que c'est d'autres personnes qui les informent et eux, ils commencent par produire. Ce miel, il faut que le laboratoire soit en mesure de dire ton miel, le miel que vous avez à vendre là, il faut le revoir parce qu'il contient une teneur en eau qui n'est pas encore et rapidement, acceptée. Les perspectives de la filière apicole. Les perspectives de la filière apicole au Bénin, c'est déjà l'organisation, c'est déjà un cadre légal de gestion et surtout l'apiculture, l'éthique associée à l'apiculture. C'est l'un des projets qui sont en cours ou du moins ce que nous pensons mettre à disposition pour que les apiculteurs puissent vivre décemment de leur exploitation apicole au Bénin. Olivier Kouadekon, merci beaucoup à vous. Merci, c'est moi. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour votre émission de ce soir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.